par des ressources imaginaires. Dans le chiffrage du programme commun établi en 1977, le Parti communiste avait gagé les dépenses nouvelles entraînées par la politique de la gauche par des économies à réaliser sur les gaspillages des monopoles. De même, la droite tire en 1986 des traites sur la confiance rétablie par le départ des socialistes. Ces facilités ne sont malheureusement accessibles qu'aux partis qui se trouvent dans l'opposition. Un parti au pouvoir démontre quotidiennement qu'il est en mesure de gérer une économie moderne. Il ne lui reste qu'une seule voie pour accéder à la défaite, conduire une politique économique désastreuse. Et là, c'est de l'incurie, chapitre 2, conduire une politique économique désastreuse. Voilà ce qui se passe. Contrairement aux apparences, bon, il va me rester encore quelques minutes, vous allez voir, ça c'est important. Contrairement aux apparences, bon, je vous montre ça, pour ceux qui s'y plaisent, on est dedans, on est né dedans. Vous n'êtes pas forcément né en 86, peut-être en 92, en 96, en 2000, vous êtes en 2006, en 2015, je ne sais pas, mais quelque part, vous êtes né dedans. Et moi, je vous explique. Enfin, c'est le livre qui vous explique. Contrairement aux apparences, il est délicat de faire une mauvaise politique économique. Car les affaires d'un État ne se traitent pas comme celles d'un ménage. Il ne suffit pas de dépenser plus que l'on ne gagne, de contracter des dettes en quantité telle que l'on ne puisse les rembourser ou de gaspiller les biens reçus en héritage. Bien des comportements qui ont mené à la faillite de riches maisons peuvent, si l'on y prend garde, assurer la prospérité des États. Faites attention. Des gouvernants à courte vue pourraient croire qu'il suffit d'encourager l'inflation pour démontrer une inaptitude à gérer l'économie. Développer les déficits publics, les financer par la planche à billets, affaiblir la monnaie sur les marchés d'échange, augmenter les salaires au-delà de ce qu'autorise la croissance de la production. L'ensemble de ces mesures permet assurément d'entretenir une hausse régulière des prix qui débouche, à court ou moyen terme, sur une dévaluation. Depuis plus d'un siècle, les gouvernements français nous ont fourni de nombreux exemples de ces pratiques et nous nous dispenserons d'en imposer la liste aux lecteurs. Mais cette politique n'est pas sans danger. Les déficits publics stimulent l'activité économique. La dépréciation de la monnaie favorise les exportations. En bref, si les prix augmentent, le chômage risque de diminuer. Il n'est guère plus facile de mettre en œuvre une politique qui vise à accroître le chômage. Licencier des milliers, voire des centaines de milliers de salariés, cela finit par peser sur le niveau des salaires. Il en résulte des coûts moins élevés pour les entreprises et donc une baisse des prix. Les produits qui ne peuvent trouver preneur sur le marché à cause de la réduction du pouvoir d'achat s'exportent aisément en raison de leur compétitivité. À l'arrêt de l'inflation s'ajoute l'effet désastreux d'un excédent de la balance commerciale et d'une monnaie solide. Cette politique conduit à l'inverse du résultat recherché. Stimulée par les exportations, l'économie redémarre et l'embauche en est stimulée d'autant. Écoutez le pompon, la petite touche de chantilly, la petite cerise sur le gâteau. Il est donc nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre une politique susceptible de développer à la fois le chômage et l'inflation. Un tel objectif, rarement atteint dans le passé, suppose beaucoup de savoir-faire. Monsieur Raymond Barre y parvint en moins de 5 ans. Le chômage augmente de moitié entre 1975 et 1980, de 840 000 à 1 450 000 personnes. Quant à l'inflation, elle atteint 13,6% en 1980, le chiffre le plus élevé de toute la Ve République. Comme l'avait à juste titre remarqué M. Valéry Giscard d'Estaing, il était nécessaire de faire appel aux meilleurs économistes de France pour obtenir un tel résultat. Bon, à un moment donné, ça pique un peu. Moi, je suis mort de rire, mais c'est pas drôle du tout. On est mal, on est mal, on est mal. Et après, je vous le dis, on est tous responsables. Parce que même là, dernièrement, on est parti avec des zigotos qui sont partis poser leur bulletin dans l'urne. Ils sont très contents. Ils ont fait là où on leur a dit. Luc, en 80, tu avais 17 ans et 5 mois. T'as pas pu voter et t'as pleuré de désespoir à l'élection du miteux. Ouais, il s'appelait le miteux. Oh là, ouais, quelque part, si jamais vous voulez faire mal, c'est ce que je vous dis en règle générale. Je vous dis souvent aussi, ça me dit des fois, je vais rien faire. Mais méprenez-vous, mais vous vous méprenez.
Rien faire, c'est compliqué, c'est difficile. C'est comme faire le mal. Ça ne s'apprend pas tout seul. Ça prend le